Bonjour, Losako Mbote Akwaba. Ici Paris, merci de suivre cette nouvelle édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. L'Ivoirien, collègue journaliste, compatriote africain Clément Yao est notre invité pour la toute première fois. Il est ici dans ce grand studio magnifique qui appartient à un digne fils de la République démocratique du Congo, un enfant béni du continent, mère de l'humanité. Avec lui, on va avoir une conversation entre journalistes sur des réalités qui touchent notre métier en Europe, en France et en Côte d'Ivoire. Quel est son portrait? Clément Yao est un journaliste accrédité à la présidence de la République française. Je parle de l'Élysée. Il est directeur et fondateur du magazine Afrique d'aujourd'hui. Il est vice-président de l'Union de la presse francophone UPF. Il est président de REJAF, Réseau des journalistes africains de France, et il est membre de la AJD, c'est l'association des journalistes de défense, oh là là, et il est membre de l'APP, association de la presse présidentielle. Akwaba. Akwaba, mon frère. Bon, mais est-ce qu'à l'Élysée, vous êtes traité comment? Ben, je suis traité au même titre que tous les autres journalistes qui sont membres de l'association de la presse présidentielle. Et pour l'histoire, je dirais que je suis pratiquement pour le moment le seul Africain, le seul Noir parmi ces membres, les membres de cette association. Et en ce moment, ils sont en train de militer pour qu'il y ait d'autres confrères africains qui puissent militer au sein de cette association, dont les membres sont cooptés en fait. Bon, il faut au moins qu'il y ait 3 membres qui soient favorables, que le dossier du candidat entrant soit présenté à l'ensemble de l'association, et c'est pas vote. Donc je fais en sorte qu'il y ait d'autres confrères, donc membres de cette association. Mais vous savez que moi je vous ai vu à la télé au cours de la grande conférence de presse du président Macron. J'ai appelé des confrères et des compatriotes africains. J'ai dit mais il y a Clément Yao qui passe, qu'il est là. Et vous étiez en discussion avec un autre journaliste d'un pays. Bon, voilà. Et votre site existe depuis quand, votre magazine? Bon, j'ai lancé mon magazine en 2001. Avant d'y arriver, j'ai d'abord travaillé en Côte d'Ivoire en tant que journaliste et travaillé pour plusieurs quotidiens. J'ai été j'ai gravi pratiquement tous les échelons, en commençant en tant que d'abord stagiaire, après les études universitaires, et donc ensuite chef de service et rédacteur en chef. Donc j'ai travaillé pour un journal qui était à l'époque considéré comme un tabloïd ultranationaliste qui était soutenu par le président Bédié et financé par le président Bédié. Donc à la faveur du coup d'État du 24 décembre 1999, donc j'ai dû quitter mon pays parce que effectivement on était un peu les journalistes visés. C'est vrai que on y écrivait, on n'était pas militant de son parti, mais du fait que on était, on va dire en guillemets, instrumentalisé pour soutenir un régime. On était plus ou moins menacés de mort. Donc c'est depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, le 1er janvier 2000, donc je suis venu m'installer en France. Donc le magazine, je l'ai monté à partir d'ici, sur la base de l'expérience que j'ai pu acquérir sur place. J'ai donc lancé le format papier. Vous savez très bien que le format papier il est assez coûteux. J'ai fait quelques numéros. Au bout de 3 ans, j'ai dû être soufflé financièrement. C'est donc sur la version numérique qui est aujourd'hui la version qui est la plus lue par les lecteurs. Et bientôt dans ce studio qui appartient à votre compatriote congolais Constant, vous allez présenter régulièrement une émission de télé. Oui, d'ailleurs, avant de répondre à la question, je veux d'abord te remercier, on peut se tutoyer. Pour la petite histoire, Lilot a été l'un des journalistes africain qui a ouvert la voie aux gens comme moi, d'autres confrères, notamment au niveau de la presse étrangère, au centre d'accueil de la presse étrangère à l'époque, qui était à la maison de la radio. Et donc à cette époque, j'étais pratiquement le seul membre, un des Africains très influent au sein de cette association, qui était en guillemets fermée, parce que je rappelle que à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de journalistes africains qui avaient accès à ces associations. Donc grâce à toi, et quand nous autres sommes arrivés en 2001-2002, on a pu aussi faire nos petites places. D'abord en tant que membre de l'APE, après nous avons lancé ensemble l'APA, l'Association de la presse africaine,
qui a marché, qui a permis de révolutionner. J'ai été le premier président. Voilà, et puis à propos de l'APE, l'Association de la presse étrangère, qui comprend tous les journalistes étrangers des 5 continents, Asie, Amérique, Europe, Afrique, qui sont accrédités au Quai d'Orsay. Et c'est une association qui existe depuis le 19e siècle, 1883. Exactement. Bon. Alors, mais là, vous avez organisé aussi, animé beaucoup de conférences. Oui. Mais quel est le souvenir que vous gardez? Le souvenir qu'il garde, c'est dommage que d'abord que le CAP soit fermé. Il a été fermé il y a quoi? Mais c'est la faute à eux-mêmes, les Français. Voilà, il a été fermé alors que c'était quand même un espace qui permettait aux journalistes, d'abord, tous les journalistes internationaux qui vivent sur les territoires français, de se retrouver et d'organiser des événements comme on l'a dit tout à l'heure, des conférences. Et effectivement, à cette époque, on a permis aux autorités à la fois ivoiriennes, maliennes, la sous-région, de prendre la parole et de pouvoir s'exprimer. Bon, malheureusement, cet espace a disparu. Aujourd'hui, il est très difficile de mettre la main sur les autorités, même de donner l'occasion de s'exprimer. Vous voyez un peu comment les médias français sont très sélectifs. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons peut-être pas, entre nous-mêmes, mettre en place, pourquoi pas une maison de la presse africaine. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, en tant qu'association, pour nous monter sur une maison de la presse. Donc je lance également le message à travers ton plateau. Et ce message s'adresse à tous les confrères panafricains, africains qui vivent sur les territoires français. Il faudrait que nous puissions nous retrouver au sein du réseau que j'ai d'ailleurs lancé, le réseau des journalistes africains de France. Mais je suis venu à une de vos conférences. Oui. Ouais. Et donc, à travers ce réseau, nous pouvons donc monter une maison de la presse panafricaine ici en France. On n'est pas forcément, on n'est pas amené à être installé à Paris. On peut même venir à Sévran-Bédot, où se trouve ce studio. On peut bien donc installer cette maison. Donc, au sein de cette maison, c'est vrai qu'on pourra non seulement mener les mêmes activités que nous avons eu à le faire au sein du CAP, mais aussi, surtout, permettre à nos confrères d'avoir la carte de presse de celui-ci, le parcours du combattant, pour y arriver. Et pour le rappeler d'ailleurs, c'est à travers d'ailleurs la lutte que nous avons menée au sein de l'APA et l'APE également. Moi, ça m'a permis d'avoir ma carte de presse en 2007. Et c'est quand même dommage. Très souvent, nous nous retrouvons entre confrères. Il y a très peu de nos confrères qui ont vraiment la carte de presse. Et c'est dommage. Alors que je pense qu'à partir du moment où on exerce ce métier, un métier c'est noble, on doit pouvoir avoir les documents qu'il faut pour pouvoir travailler tranquillement. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'au niveau de la presse présidentielle, le seul membre, et c'est vraiment dommage. Et donc aujourd'hui, le premier combat, c'est d'abord permettre à nos confrères d'avoir la carte de presse, parce que c'est une des conditions. Et après, bon, on va militer de sorte que ces personnes-là, nos confrères, puissent militer aussi, adhérer au sein de cette association. Mais tout seul, j'avoue que très souvent, ce n'est pas facile. Et c'est les seuls qui portent une seule voix de tout le continent, ce n'est pas du tout simple. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pendant les conférences de presse, c'est vrai, des fois, j'ai bien envie de poser des questions. Vous savez, les questions ne se posent pas comme ça. Et donc, on a l'occasion d'en parler, mais bon, je pense que si nous sommes plusieurs, on pourra porter la voix de l'Afrique. Oui, parce que des journalistes africains ou panafricains n'ont pas la même sociologie des médias ou l'ethnologie des médias qu'un journaliste russe, suisse ou français. Hein. Oui. Mais dans la classe politique française, il n'y a pas encore des gens qui sont habitués à nos questions qu'on pose. Oui, et d'ailleurs, j'ai même nourri un projet, c'est vrai que je n'ai pas encore l'occasion de le dire publiquement, que j'ai profité du plateau pour l'annoncer. Et j'ai eu à discuter avec notre sœur, voilà, Sibeth Ndiaye, qui est maintenant ministre d'État, enfin ministre, secrétaire d'État plutôt, porte-parole du gouvernement. Et je lui avais donc suggéré d'organiser au sein de l'Élysée une conférence de presse au cours de laquelle le président Emmanuel Macron aura en face de lui que des journalistes africains. Voilà, comme ça, on va vraiment discuter de ce sujet. Mais vous savez que moi, je l'ai rencontrée dans la rue. Oui. Elle était toute seule, avec son garde de corps. Elle a vu que je l'ai fixée, elle s'est arrêtée. Oui, on a discuté. Hein. Elle est très sympathique. Mais elle est très bien. On a discuté pendant une dizaine de minutes. Après, elle est partie. Voilà. Donc le projet, et bon, il est encore en projet. Donc j'ai eu aussi à échanger avec M. Franck Paris, qui est le conseiller Afrique de Mme Macron. Moi, il me dit, bon, rédigez-le et puis on va voir comment est-ce que... Et il dit, mais écoutez, cette conférence, on souhaiterait bien que Macron soit présent. Pas le conseiller. Comme ça, on va vraiment discuter les questions de l'Afrique. Quelle est la politique de l'Élysée vis-à-vis de l'Afrique? Parce que les choses ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme à l'époque des... Bon, mais s'ils acceptent et s'il y a un direct à faire, bon, mais nous dirons
M. Constant d'amener sa logistique pour diffuser ça. Oui, je crois que ce sera l'occasion. Mais il fait du travail, oui, du bon travail. Je le vois là. Je pense que ce sera l'occasion d'ailleurs de donner une certaine visibilité à nos médias africains, panafricains, parce que nous ne sommes pas très souvent bien vus ici en France. Le seul magazine qu'on connaît, bon, c'est Tout Enjeu d'Afrique, alors que ce n'est pas le seul magazine. Il y a l'Afrique aujourd'hui, il y a ton magazine, il y en a plusieurs qui existent, mais bon, on n'a pas l'occasion, on n'a pas l'espace qu'il faut pour donner plus de visibilité à nos médias, malheureusement. Mais pourquoi dans les différentes classes politiques des pays africains, certaines femmes politiques, certains hommes politiques africains, quand ils viennent ici en France, ils ont ce mépris, entre guillemets, de nous envoyer chier, tout ça, balader, et puis ils préfèrent être interviewés par des journalistes blancs, hein, européens ou blancs américains. Mais comment on peut expliquer ça, vu que les temps des indépendances sont quand même arrivés depuis plus de 50 ans? Ouais, bon, enfin, inversement, la question que vous me posez, je peux me la ramener sur le plan médical aussi. Hein. C'est la question, pourquoi est-ce que nos dirigeants, pour faire les tests, pour voir un peu si voir l'état de santé, sont tous obligés de venir en Europe, pour faire un peu le check-in, pour voir s'ils ont bonne santé. Alors que localement, nous avons quand même des hôpitaux, ce sont eux qui ont mis ces hôpitaux en place. Donc du coup, ils ne font pas confiance aux structures médicales et puis ils viennent ici au frais du pareil pour la presse. Alors, on a des de médias, leur pays. Oui, on a des médias qui existent, ce sont eux qui ont mis les moyens pour créer ces médias. Malheureusement, quand ils ont de grandes annonces à faire, ils préfèrent s'adresser donc aux médias occidentaux, ici en France, on le voit. Bon, moi j'ai vécu un cas comme ça avec le président de l'Assemblée nationale d'un pays de l'Afrique au sud du Sahara. Et c'est moi qui ai fait l'invitation, c'était à la maison de Radio France. Et il vient, moi j'étais dans le bureau qui nous a été confié, et puis il a préféré rester dans le bureau d'un administratif. Et quand arrive la conférence de presse, l'administratif là, un Français lui dit, mais le responsable c'est ce monsieur-là. C'est terrible. C'est vraiment le complexe. Et Cheikh Anta Diop a eu aussi le même problème avec beaucoup d'Africains. Mais parce qu'il disait la vérité, mais les gens africains, trop intellectuels, avec des diplômes bac plus 100, mettaient souvent en doute, alors qu'ils disaient la vérité. Oui, mais je dirais, il y a même mieux. Bon, heureusement que notre métier nous permet de voyager beaucoup. On est souvent invité à des forums en Afrique. Alors, je vais vous dire une chose, peut-être que ça va, comme on se tutoie, ça va certainement te choquer. Alors, je ne dirai pas le nom du pays ni la personne qui m'a invité. Alors, je dirais simplement que la personne a organisé un grand forum qui a sa 10e édition, là. Alors, la personne a dit, voilà, moi, j'invite, les journalistes qui invitent, je ne vais pas avoir des journalistes africains. L'événement, c'est en Afrique. Mais sa demande, il s'adresse aux journalistes français. Français, pas de peau noire. Et donc, l'agence qui gérait donc les invitations, moi qui ai été à plusieurs éditions, je ne comprenais pas que je ne recevais pas d'invitation. Alors, c'est su vraiment mon insistance que, bon, en offre, la responsable m'a dit, écoute, monsieur Yao, peut-être que, bon, Yao choqué, mais celui qui invite dit qu'il ne veut pas voir de noir à son événement. Il veut plutôt des journalistes blancs, des Français ou d'ailleurs. Comme ça, ça donne le sentiment, l'impression qu'il a réussi son événement. Il dit, ah bon? Donc, vous voyez un peu. Oui, mais ils sont discriminés, non seulement à la fois par nos autorités. Ils sont encore des esclaves. Hein? Voilà un peu des esclaves à qui on a donné la liberté, mais ils reviennent toujours chez le maître. Parce que ça fait, comme a dit Cheikh Anta Diop, très longtemps qu'ils ont perdu le sens d'être des hommes libres. Oui. C'est ça qui freine aussi le développement du journalisme africain. Et puis bon, c'est vrai, bon, en même temps qu'on en parle, c'est vrai qu'on ne peut pas jeter le propre au truc forcément aux médias occidentaux, mais il faut aussi reconnaître que aussi les médias panafricains, pour ceux qui ont eu les moyens, n'ont jamais géré les chaînes comme il se doit. On ne va pas citer des noms, mais tu sais de quoi je parle. Ouais. On a des patrons de médias africains qui ont eu beaucoup de moyens, qui sont incapables de payer les journalistes, de payer les matériels, mais ce n'est pas possible. Qui au bout de 5 ans, 10 ans, ils sont obligés de fermer boutique. Pourquoi?
Alors qu'il y a des médias ici en Occident qui sont partis de rien avec quelques outils, mais aujourd'hui qui ont pris de l'ampleur. Pourquoi est-ce que nous, Africains, on n'arrive pas à bâtir un média de renommée internationale qui a aussi un impact au niveau de l'information que nous donnons? C'est pourquoi d'ailleurs, quand nos autorités qui ne mettent pas les moyens qu'il faut dans nos médias d'État, ils viennent ici, ils veulent bien s'adresser aux médias dits grand public. Ils ne veulent pas s'adresser à nous, en guillemets, petits médias. Donc c'est un peu ça, ces contradictions qu'il y a. C'est des choses, peut-être que nous aurons l'occasion d'en discuter au cours. Mais parlons de l'association des journalistes du réseau REJAF. Oui. Il y a des projets en cours? Oui, un des projets, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est donc la conférence qu'on aimerait bien organiser avec l'Élysée, avoir le président Macron face aux journalistes africains, panafricains, pour qu'on puisse discuter, parler de l'Afrique. C'est vrai, il allait à Ouagadougou, il a livré un discours assez important, il parcourt le continent, mais aujourd'hui, on n'a pas une visibilité vraiment claire de la politique de l'Élysée vis-à-vis de l'Afrique. Il y a beaucoup de contradictions sur plusieurs dossiers. Et la Côte d'Ivoire que je connais mieux, il y a le dossier par exemple du bombardement de Bouaké, on connaît bien, on sait bien ce qui s'est passé, et il se trouve que ce dossier a été classé. Bon, il y a une compréhension, il y a beaucoup de sujets comme ça, on aurait bien en discuter vraiment face à face avec le président Macron. Voilà. Bon, il y a des affaires graves qui se passent ici aussi en France, par exemple l'affaire Kabyle. Vous avez certainement entendu parler de ça. Est-ce que ça peut être dans les projets de REJAF, organiser une conférence pour que les gens, les médias africains s'impliquent professionnellement, chacun selon leur ligne éditoriale? Oui, bon, nous en tant que médias, notre rôle aussi c'est de non seulement donner l'information, c'est aussi fouiller aussi l'information, c'est aussi donner la lumière sur des dossiers comme celui que vous venez de citer. Alors pourquoi pas, je crois que ça peut être une belle occasion qu'on pourrait donner à l'auteur qui a tout à l'heure lu dans le résumé du livre, donc expliqué. On aura peut-être d'autres spécialistes qui vont donner aussi des contradictions pour voir un peu comment est-ce que ce dossier pourrait être porté par les médias. Pourquoi pas, les médias ont été souvent à l'origine de certaines affaires qui ont fini par avoir certaines... Voilà, c'est une vérité. Donc, ils pensent qu'à travers ces genres de rencontres, c'est vrai, pourquoi pas, la vérité pourrait certainement... Mais est-ce qu'il y a des voyages de presse qu'on peut envisager avec REJAF, par exemple, aller en Côte d'Ivoire? Oui, pas forcément qu'en Côte d'Ivoire, parce que c'est un réseau... c'est le réseau des journalistes africains de France. Donc, parce qu'en République démocratique du Congo, je ne peux pas... faire une projection parce que c'est un pays qui est occupé par des extrémistes tutsis rwandais qui risquent de créer des gros problèmes. Moi j'aimerais bien m'y rendre pour... J'aimerais bien aller affronter les extrémistes tutsis rwandais. Moi j'aime bien les terrains difficiles. Ouais. C'est vrai que s'il y a l'occasion d'organiser voir des prêts, pourquoi pas, on ira en RDC, oui. Et sur les terrains un peu difficiles, oui, ça fait partie de nos métiers. D'ailleurs, je suis membre, comme vous l'avez souligné, membre de l'association régionale de défense. Donc très souvent, on est aussi amené à aller sur les terrains très compliqués. Oui, moi je suis candidat, oui, pourquoi pas, et je pourrais bien faire passer le message aux membres, ceux qui voudraient bien aller en RDC, aller sur les terrains difficiles, on ira là-bas, constater de nous-mêmes tout ce qu'on a pu lire, on a pu voir sur les réseaux sociaux, on va aller sur les terrains pour voir de quoi il est vraiment question. Pourquoi pas. Oui. Bon, mais par rapport à l'association des journalistes de la défense, mais vous rencontrez facilement des militaires français qui n'ont pas des PT, c'est-à-dire des grades. Vous pouvez leur parler facilement, non? Parce qu'on dit ici en France que l'armée, c'est la grande muette. Ouais. Mais même en Afrique aussi. En Afrique, c'est doublement muette. L'armée est doublement muette. Ouais. Mais c'est vrai, oui, dans le cadre de cette association, nous rencontrons les généraux, toutes les opérations qui sont menées par la France à l'extérieur. Nous allons très souvent au niveau du ministère de la Défense, qui est maintenant vers Bala, là, voilà. Donc il y a un point de presse qui est fait tous les jeudis. On fait un peu le point de ce qui se passe au niveau des opérations en Syrie, au Balkan. On fait un peu le point. Nous rencontrons aussi des généraux. Nous avons eu à organiser aussi des voyages de presse à Dakar, à Abidjan. Nous avons pu donc visiter les camps militaires français. C'est vrai, on ne peut pas tout livrer. Mais quand même, nous avons accès à un certain nombre d'informations qui nous permettent de travailler. L'armée, c'est l'armée. Hein. L'armée, elle reste la grande muette. Oui. Bon, bientôt, il y a les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Oui. Mais comment vous voyez, est-ce que ça va être comme en République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, oui. Il y a un extrémiste tutsi rwandais qui était vice-président de la CENI, de la commission
la commission électorale nationale. Ben, chez nous, certainement vous vous souvenez de la crise ivoirienne de 2010. Depuis donc, le décès du père fondateur Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas connu d'élection stable. La seule élection, c'était en 2015, quand l'ancien président Henri Konan Bédié a lancé son appel pour que voilà, ses partisans votent pour l'Assemblée président Ouattara. Alors, depuis lors, nous n'avons pas connu d'élection sans bruit. Donc, maintenant pour 2020, écoutez, il y a des signes qui ne trompent pas. Et donc, ce n'est pas encore rassurant. Il y a beaucoup de points à relever. Voilà, bon, on aura l'occasion d'en discuter. Bon, mais Clément, je te remercie. Ouais. Nous terminons cette émission par notre jeu concours pour faire gagner $100 à ceux qui sont en République, à ceux et celles qui sont en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que signifie l'affaire Jeannette Abidje? C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'on parle beaucoup des affaires de viols commis pendant la guerre en RDC. Est-ce que c'est une affaire de braquage ou une affaire de viol? Et puis la deuxième question, quel est le nom de ce sportif français originaire de la République démocratique du Congo qui a fait un geste que je salue en finançant le dictionnaire français Lingala écrit par le professeur Kawata Chempem. Vous savez, Clément, pour terminer, qu'au Japon, il y a des universités qui donnent des cours de Lingala. Il y a des universités aux États-Unis qui donnent des cours de Lingala. Même ici en France, il y a INALCO. Oui, mais j'ai vu un orchestre japonais qui chante. Oui, Yokasho. Oui, ils chantent en Lingala. D'ailleurs, les membres. D'accord. Voilà. Mais j'espère qu'ils iront bientôt avec notre frère à Falso. Non, Magic System à Salfo. À Salfo, oui. Magic System. Chaque année, un festival à Bigapou. Ok. Bon, à la prochaine occasion, je vous remercie.